Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et comme vous le voyez, eh bien à mon cou, j'ai un appareil photo de près, dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Il a des choses atypiques justement, plutôt intéressant à parler, et donc je l'ai utilisé ces derniers mois pour faire quelques centaines de photos. Et justement, avant de le rendre, puisque ce n'est pas à moi, je vais vous en parler un petit peu et vous parler un peu de cette technologie qui est le Super CCD. En photo et en vidéo d'ailleurs, numérique bien sûr, il y a longtemps eu deux technologies concurrentes pour remplacer le film argentique, donc la surface sensible, ce qui permet de créer les images. Il y avait les capteurs CCD et les capteurs CMOS. J'en ferai une vidéo dédiée, mais pour résumer, le plus ancien, le capteur CCD, créé dans les années 70, permettait des couleurs super propres et de lire tous les pixels en même temps. Mais il chauffait et produisait du bruit numérique, donc en chauffant, et coûtait assez cher à produire. De l'autre côté, donc le CMOS coûtait beaucoup moins cher à produire, consommait moins, et donc chauffait moins et produisait moins de bruit, normalement. Il y avait d'autres types de bruit qui apparaissaient à l'époque, mais donc il y avait des gros soucis de stabilité des couleurs et produit un effet de rolling shutter avec le mouvement. Je vous ai montré justement le Fuji EX20 qui n'était pas un vrai Fuji l'été dernier, je vous mets la vidéo là dans le coin si je dis pas de bêtises. Donc ce capteur CCD a longtemps été réservé aux webcams ou aux appareils photo d'entrée de gamme, et donc au début des appareils photo numériques, au moment de la démocratisation des appareils photo numériques au début des années 2000, à part Canon, pour une partie de ces appareils pro, la majorité des appareils photo numériques étaient équipés donc de capteurs CCD. Il y a eu une bascule à peu près entre 2008 et 2010, les capteurs CMOS ayant résolu une partie de leurs soucis et vu qu'il coûtait beaucoup moins cher à produire. Alors tous les soucis n'ont pas été résolus justement, mais le fait que ça coûte 10 fois moins cher à produire et que ça consomme à peu près 10 fois moins, eh bien tout le monde y est passé. En à peu près 2 ans, les appareils photo qui avaient des capteurs CCD ont disparu quasiment du jour au lendemain. Fujifilm produisait ses propres capteurs, donc des capteurs CCD. Depuis le début des années 2000, ils avaient des différences de construction avec les autres marques. Donc ils appelaient ce capteur-là le capteur Super CCD. Donc ils avaient des formes un peu spéciales, hexagonales ou octogonale selon la génération du capteur. Et la dernière génération de ces capteurs, le Super CCD EXR, donc avait des pixels hexagonaux et était doublé pour chaque couleur. Un peu comme ce qui se fait en fait sur une majorité des téléphones modernes qui n'ont plus de matrice de Bayer, mais qui ont une matrice un peu spécifique où en fait toutes les couleurs, donc chaque pixel peut être rouge, vert ou bleu, et bien en fait il y a 2 pixels rouges, 2 pixels verts, 2 pixels bleus qui sont mis côte à côte, alors que normalement aucune des couleurs n'est côte à côte. Donc dans le fonctionnement, on peut tout utiliser, ou utiliser ce que Fujifilm appelait les modes EXR, donc coupler 2 pixels, donc pour ou ajouter de la dynamique, une meilleure gestion du bruit ou des détails. Ce Fuji donc S200 EXR, prêté par un abonné, c'est le dernier de cette génération, avec les F200 et F70, le plus haut de gamme en gros de ce qui utilisait ce Super CCD EXR. Ensuite Fujifilm a continué à utiliser le nom EXR, mais en fait ils utilisaient ni plus ni moins que des capteurs Sony où ils personnalisaient quelques petits trucs dessus, mais après ces Super CCD EXR, c'était des capteurs CMOS, Sony, comme ce qu'il y a de plus classique, ce qu'utilisaient la plupart des autres marques. Ce qui changeait, c'était l'électronique dedans. J'ai utilisé donc quelques mois ce Fuji, avec plus de 500 photos faites avec, un peu en automne et beaucoup là ces dernières semaines. Et donc en ergonomie, eh bien on est sur un gros bridge qui fait assez pro en fait. On va dire il a vraiment le poids et la taille d'un réflexe avec un objectif standard de type 18-55. Mais ici on a un capteur beaucoup plus petit, ce qui permet pour cette taille d'objectif là de fournir un zoom qui est équivalent en 24-36 à 30 mm vers 430 mm. Alors pourquoi mettre 30 et pas mettre comme les autres bridges faire du 28-300 ou 28-400 par exemple? Mais en fait c'était au départ un zoom en effet 28-400, mais ils ont en fait réutilisé exactement la même chose que la génération d'avant. Mais en fait vu que le capteur EXR est légèrement plus petit, ils ont gardé ce même objectif, ça fait des équivalences un petit peu bizarres, et c'est assez drôle qu'il l'ait écrit 30.5, comme si on arrivait à voir vraiment la différence. Mais bon, il y a même marqué 436 mm. Je suis pas sûr que franchement entre 430 et 436, qui que ce soit puisse voir le pixel en plus ou en moins. Il y a les modes comme sur les appareils photo avancés, il y a les modes PASM, il y a un mode scène qui est personnalisable, mais il n'y a pas de différentes scènes ici, et il y a le mode EXR. Alors,
À chaque fois, c'est à nous de régler le mode dans les menus. Voilà, ça ressemble plus à un mode pro. Il y a même des modes personnalisés 1 et 2, s'il y a des choses qu'on utilise souvent. Un mode vidéo, et puis bien sûr un mode qui n'est pas un mode vert, qui est un mode rouge, tout auto. Il y a pas mal d'accès direct, il y a pas mal de petits boutons, donc pour la rafale, pour la balance des blancs, les modes autofocus, la détection du visage, le mode de mesure de lumière, macro, type flash, retardateur, et puis un autre bouton pour choisir si on veut l'écran ou le viseur. Alors ça, c'est une petite économie à la con de la part de Fuji, surtout s'ils voulaient que cet appareil photo là soit un appareil utilisé par les pros, puisque franchement, mettre un détecteur, je suis pas sûr que ça coûte plus que quelques centimes, ça aurait fait quelque chose d'un peu plus pro que ça. L'autre chose un peu à la con, il n'y a pas d'accéléromètre, ce qui fait que eh bien, si on prend des photos à la verticale, c'est à nous de remettre la photo droite. Ça c'est pareil, c'est une économie de bout de chandelle, c'est un peu dommage, surtout que la qualité de construction est bonne. L'écran est plutôt pas mauvais pour l'époque, hein. Moi je rien à dire par rapport notamment aux appareils que j'avais à l'époque, le Pentax K100 ou K200D. On est sur un écran équivalent, on est sur un viseur qui est pas mauvais non plus, alors c'est sûr qu'on fait mieux depuis. Encore une fois, on est sur un appareil photo de 2009, et on n'est pas non plus sur un vrai appareil photo pro, hein. On est sur ce qu'on appelait les Bridge, une gamme qui n'existe quasiment plus. Faut dire que ce qu'ils ont sorti à la fin, c'était la catastrophe, donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà, en gros, à part ces 2 ou 3 détails un peu embêtants, franchement, l'ergonomie de l'appareil est bonne, et on a vraiment l'impression d'avoir un vrai appareil photo entre les mains. C'est pas le cas de la majorité des Bridge qui étaient vendus à l'époque, puisque la plupart des Bridge professionnels entre guillemets, c'était jusqu'en 2004, et après quasiment tout le monde a arrêté, et il y a qu'avec le retour des vrais Bridge, donc le Sony RX10 et le TZ1000 de chez Panasonic, qu'on a vu enfin des trucs qui pouvaient être utilisés de façon pro, en tout cas par un amateur qui avait une qualité correcte, puisqu'il y a eu toute une génération de Bridge franchement catastrophique. Celui-là n'en fait pas partie, l'ergonomie est bonne, il pèse son petit poids, il prend cette petite place dans le sac, mais vu la taille du zoom et ce qu'il est censé faire, eh bien je ne pense pas que ça soit un problème. Sur les premières photos, sur le rendu à l'extérieur, j'avais franchement l'impression que ça avait un rendu de fou. Mais bon, encore une fois, le verdict se fait sur ordinateur ou sur papier. Bon, sauf les photos ratées, parce que la mise au point qui rame ou qui refuse de se faire la nuit, eh bien ça arrive très souvent. Bon, encore une fois, il faut que je me souvienne que c'est un appareil photo qui date de 2009. Si je prends en face mon autre Bridge récent, le RX10, il est de 2016. 7 ans après, heureusement que ça s'est sérieusement amélioré. Et puis, quand j'ai fait quelques photos, ce qui est énervant, c'est aussi le retardateur qui s'annule après chaque photo. Alors, qui s'annule quand on l'éteint, je peux comprendre, mais après chaque photo, c'est embêtant, surtout quand on fait une série de nuit. Il y a aussi d'autres trucs qui s'annulent, notamment la sensibilité entre chaque extinction, mais ça, c'est moins grave que à chaque photo, là, le retardateur est annulé, et c'est chiant. Il est assez lent à enregistrer. Alors, j'ai vu bien pire, notamment avec des appareils photo en RAW, notamment Nikon de quelques années avant, où on attendait 8 à 10 secondes par photo. Là, on est à 3-4 secondes, c'est déjà mieux, mais ça reste que c'est lent. Encore une fois, c'est du matériel de 2008. Et donc, le résultat, sur écran maintenant, après toutes ces photos, le JPEG pour moi de nuit ou dès qu'il commence à faire sombre. Ils ont fait un truc qu'on retrouvait sur les premiers téléphones à l'époque où il n'y avait pas de d'IA entre guillemets. Ça veut dire que il n'y a plus aucun bruit, peut-être, mais il n'y a plus aucun détail, c'est tout lisse, c'est hyper surexposé, les couleurs sont complètement folles, donc c'est vrai que j'ai utilisé pas mal le mode Velvia, mais la pellicule Velvia ça faisait des couleurs saturées, bref c'est du grand n'importe quoi ces couleurs. En RAW par contre, pour un Bridge de 2008, on n'est peut-être pas au niveau de la qualité d'image du RX10, je sais, je le compare régulièrement, mais c'est le seul que j'ai vraiment avec lequel je peux comparer, parce que sinon j'ai des Bridge qui sont beaucoup plus anciens. Mais franchement, c'est propre, même en montant jusqu'à 3200 ISO, ça reste utilisable avec le petit traitement Lightroom, alors qu'on n'avait pas à l'époque. Mais par contre, c'est vrai qu'à 100%, c'est pas parfait, même en basse sensibilité. En fait, c'est ce qui m'a fait débarrasser d'un autre appareil Fuji à l'époque, puisque en 2008, j'avais le Fuji S5 Pro, j'ai pas eu longtemps, 2008 à 2010, mais à l'époque j'étais embêté parce qu'il n'y avait pas ce rendu 3D que je pouvais avoir sur notamment mon Pentax avec son capteur CCD standard. Là, j'arrivais pas à avoir retrouvé ce rendu 3D.
Et c'est vrai qu'à 100%, c'est pas hyper propre. Par contre, en effet, je pense que c'est le principe de Fuji. Alors je sais pas si c'est le cas sur les appareils modernes. Par contre, quand on regarde en taille écran, même sur un écran 4K ou impression A4, eh bien franchement, c'est propre, que ça soit ce qu'on sort en RAW, que certains JPEG, alors pas tous les JPEG comme je vous ai dit, et souvent il a tendance à surexposer, même si en RAW à 100% c'est pas parfait, le résultat quand on regarde normalement, ça fait pas en effet de cet effet 3D qu'on retrouve sur d'autres appareils photo, mais on a des couleurs super agréables, on a un rendu qui est super agréable, que je ne retrouve sur aucun autre appareil photo. Peut-être en effet il y a un petit lien avec ce que je retrouvais sur le Fuji S5 Pro. Après c'est pas du tout la même optique. Le Fuji S5 Pro montait un petit peu mieux en sensibilité quand même, mais on a quelque chose qui est franchement impressionnant, surtout pour un bridge de 2008 quoi. Je savais pas qu'on montait à l'époque à cette qualité d'image. Alors il faut savoir que à l'époque justement, moi j'avais vu son ancêtre que j'avais failli craquer au moment d'acheter mon réflexe numérique. Je regardais quand même le S100 FS qui me faisait de l'œil. Finalement j'avais craqué pour un réflexe vu les rendus que j'avais vus à l'époque. Alors en effet j'étais peut-être un peu pixel peeper à l'époque, mais c'est le résultat final qui compte. Et franchement, c'est très bon pour un appareil photo de 2008 et sûrement toujours utilisable. Quand on monte en sensibilité, bien sûr qu'il y a du grain, mais on garde des informations dans la couleur. Quand on est en pleine journée, eh bien c'est sûr que si on le met en dynamique étendue, eh bien on n'a plus que 6 mégapixels, donc on n'en fera pas un tirage de 4:3. Mais je dirais qu'en utilisation de tous les jours, si vous utilisez l'Euro, comme je vous ai dit, des fois il y a des surprises en JPEG parfaitement utilisables. Alors je me suis même amusé, comme je vous fais passer, avec les modes simulation de film. Et franchement, c'est propre quoi. Alors c'est sûr qu'après, c'est 500 photos, puis je vous en ai fait passer quelques-unes. Il va falloir que je le rende. Et est-ce que je vais le regretter ? Eh bien, c'est possible. Mais c'est pas comme si j'avais 100 autres appareils photo à vous présenter qui ont tous, peut-être pas tous, mais en tout cas certains aussi d'autres rendus originaux, d'autres rendus intéressants. Et il faut passer à la suite. Celui-là, je pense que si un jour je veux me le payer, eh bien je vais avoir du mal à me le payer parce que c'est un appareil photo. Quand il se trouve, il n'est pas si cher que ça, mais il est franchement rare. Alors j'espère qu'en effet, après ma vidéo Happy Snapping, qui en a fait une aussi, qui arrivait plus ou moins à la même conclusion de moi. Alors pas la même puisque j'ai pas les mêmes, il n'a pas eu de Fuji S5 Pro avant ni de RX10 pour comparer, mais on se retrouve avec des trucs similaires et lui il a dit qu'il a mis plus d'1 an à trouver le sien sur eBay. Il a réussi à le trouver lui pour 40$. Alors je suis pas sûr qu'en Europe on arrive à le trouver pour si peu cher, hein. Le peu qu'on voit sur le Bon Coin ils sont plutôt à 200€. Mais voilà, si vous voulez que ça comme appareil photo, que vous voulez un truc simple avec un gros zoom qui fait des photos plutôt bonnes, en sachant que régulièrement il y a quand même des petits tweaks à faire, enfin tout n'est pas parfait sur cet appareil photo là. Alors je mettrais peut-être pas 200€ sur un appareil comme ça, mais une centaine d'euros, oui je pense qu'il les vaut. On peut faire des très bonnes images avec ça, avec en effet un rendu assez original. Vous avez vu les couleurs, hein, même en RAW, hein, quand on les traite, il n'a pas la même chose que les autres appareils, mais il fait des trucs quand même plutôt sympas. Et je dois reconnaître que j'ai bien aimé l'utiliser. Voilà, il va être temps de le remettre dans sa boîte et de le rendre à son propriétaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques et à très bientôt. Salut!